responsable de la licence 3, économie et société. C'est par là que je connais Marc Menot. Donc voilà, je ne suis pas un spécialiste du big data. Hein, je fais de l'informatique, je suis informaticien depuis longtemps. Pourtant, à l'époque, dans les années 80, j'ai participé à la création du premier gros SGBD français qui s'appelait Sabre, pour le système d'accès à des bases de données relationnelles. Et dans ce contexte-là, j'étais amené à collaborer sur des projets européens avec Philips, où à l'époque, on a essayé de mettre en collaboration 1000 processeurs, donc 1000 machines qui travaillaient en parallèle, pour accélérer les traitements de l'information. Et à l'époque, ça ne marchait pas très bien. C'est-à-dire que ce qu'on espérait, c'est que quand on a un processeur, on met un certain temps pour traiter les informations. Et l'objectif, c'est si je mets 2 processeurs, eh bien, je vais diviser mon temps par 2. Et si je mets 3 processeurs, je divise par 3. Et si j'en mets 4, eh bien, je divise par 3,2. Et puis petit à petit, ça ne divise plus. Et donc plus on en rajoutait, et puis moins ça améliorait les traitements, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les processeurs passent leur temps à discuter entre eux plutôt que de travailler. Donc ça ne marchait pas à l'époque. Alors maintenant, ça marche. Voilà. Et donc, donc à une époque, j'étais un peu concerné par ces choses-là, mais depuis que je suis à l'Université des sciences sociales, j'ai changé un peu de thème de recherche. Je travaille plutôt dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur les problèmes d'acquisition de croyances, qui n'ont rien à voir avec le big data. Alors par contre, le big data, je m'y intéresse parce qu'en tant que responsable du système d'information et d'aide à la décision, eh bien le big data risque, en tout cas, va apporter des nouveaux éclairages pour l'aide à la décision. Et par ailleurs, les demandes des entreprises en termes d'emploi, en termes de compétences recherchées, évoluent. Et nous, il faut qu'on adapte nos programmes à ces nouvelles demandes. Voilà. D'où mon intérêt. Et du coup, je suis de très près pas mal de choses, pas mal de conférences, où je suis un petit peu les colloques organisés par les entreprises dans le domaine du décisionnel. Et donc, je connais le big data par la lorgnette du décisionnel. Voilà. Alors, donc, sachant que, à titre d'introduction, ce qui se dit depuis un moment dans le Gartner, c'est que l'information sera le pétrole du 21e siècle. Et que du coup, ça va amener une révolution au même titre que Internet, selon 90% des entreprises. 73% des entreprises ont l'intention d'investir dans le domaine du big data. Pour l'instant, seuls 13% l'ont fait. Alors ça, c'est en 2014, maintenant il y en a peut-être un peu plus. Mais disons que pour l'instant, elles y arrivent quand même assez timidement. Mais par contre, tout le monde a le sentiment que ça va changer les choses. Voilà. Alors, ce dont je vais parler, je vais d'abord introduire ce qu'est le big data, de quoi on parle quand on parle de big data. Donc je vous proposerai quelques définitions que tout le monde réutilise. Donc vous remarquerez dans mes transparences, souvent je mets des sources dessous. Alors il y a souvent Sopra ou Business et Décision ou Micropole, ce sont des sociétés de services en informatique qui interviennent dans le domaine de la business intelligence, donc de l'aide à la décision. Et donc c'est les points de vue de ces entreprises que je vous restitue là. Alors ensuite, je vous donnerai des domaines d'application du big data. Alors ces domaines d'application, des fois ils sont un peu élargis, mais quand même moi je m'intéresse plus à ce qui a trait à l'aide à la décision, sachant que le big data est aussi pas mal utilisé en sciences pour faire évoluer la médecine par exemple, ou dans les laboratoires pharmaceutiques aussi s'intéressent beaucoup au big data. Moi je penserais que M. Trédan ferait cette partie-là, et donc je ne l'ai pas traité dans cet exposé, donc je vous présenterai les applications du big data plutôt du point de vue de la business intelligence. Voilà, et donc je vous donnerai quelques exemples de projets actuels. Donc le big data, qu'est-ce que c'est Donc c'est une définition qui est proposée par le Gartner. Alors le Gartner, je ne sais pas si vous connaissez, le Gartner c'est une institution qui regarde... qui fait de la veille sur les outils utilisés dans le domaine de la business intelligence, donc de l'aide à la décision, et qui donc produit tous les ans un graphique sur lequel on voit apparaître en fait les différents éditeurs de logiciels dans le domaine de la business intelligence, et donc on voit si ces éditeurs ce sont des challengers ou si ce sont des éditeurs qui sont bien assis sur le marché,
Et on voit aussi leur position dans le marché, à savoir leur part de marché. Et donc ils analysent tout ça. Et voilà, le big data étant une évolution, quelque chose qui va apporter un complément important à l'aide à la décision, et bien donc ils s'intéressent de très près au big data. Donc leur définition est la suivante: le big data concerne des données produites en grand volume, avec vélocité, sous des formats variés, nécessitant des traitements d'information efficaces et innovants, dans le but d'améliorer la perception de la situation et la prise de décision. Donc on voit qu'elle est orientée quand même un peu liée avec cette définition. Alors dans cette définition, il y a 3 V. Alors après, les gens qui travaillent dans les sociétés de services autour de la business intelligence aiment bien rajouter des V. Souvent, il y en a qui en mettent 4, 5, ils rajoutent des V. Mais disons qu'à la base, il y en a 3. Donc je vais vous commenter ces 3 V tout à l'heure. Donc il y a cet aspect-là, les 3 V. Et puis après, eh bien, le but de tout ça, c'est de traiter de l'information et de proposer des traitements efficaces et innovants. Donc ça veut dire que là, il va y avoir des aspects techniques. Et tout ça, il y a un but derrière. Le but, c'est améliorer la perception de la situation et la prise de décision. Ça veut dire que dans le domaine du big data, on va avoir besoin de mélanger des différents profils de personnes. Alors moi, j'ai invité des conférenciers, j'ai même organisé des conférences sur le big data pour nos étudiants, qui ont voulu leur montrer quel était l'avenir, quelles étaient les compétences recherchées. Et donc, beaucoup plaisantent à dire que ce que l'on recherche, c'est un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas, parce qu'en fait, on a besoin de compétences de domaines assez différents. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui sont capables de produire des algorithmes très efficaces, qui sont donc spécialistes en algorithmique. Alors là, ça serait plutôt des gens qui viennent de Paul Sabatier. On a besoin de gens qui savent faire des statistiques. Alors ça aussi, ça peut être à Paul Sabatier, c'est pas forcément les mêmes personnes. On a besoin de gens qui comprennent les besoins métiers, parce que le but du jeu, c'est quand même d'améliorer la perception et la situation et la prise de décision. Donc en fait, il faut comprendre les besoins métiers, parce qu'en fait, on peut faire tout un tas de choses avec le big data, mais il faut que ça serve à quelque chose. Donc quel est le besoin? Voilà, on a aussi besoin de ces gens-là. Voilà, donc on a besoin de profils assez variés. Et puis après, autour du big data, il y a des problèmes d'éthique. Et donc, on va avoir aussi besoin de juristes. Et la preuve en est que je suis assis à côté des juristes. Voilà, alors les 3V. Alors avant de présenter les 3V, oui, j'avais regardé sur Wikipédia quelle définition on propose. Alors je ne vous l'ai pas ressortie, vous pouvez la regarder par vous-même. Mais disons que cette définition reprend les 3V, donc la définition un peu du Gartner. Alors sur Wikipédia, en plus, on aura une traduction française de Big Data. Donc Big Data en français, on peut appeler ça des mégadonnées, des données massives. Certains ont parlé de data mass aussi. Bon, et en fait, tout le monde, quand même, parce qu'en France, on aime bien parler en français et utiliser des mots français, mais malgré tout, tout le monde utilise le mot Big Data. Donc, on a des mots français, mais on va quand même parler de Big Data. Et même d'ailleurs, quand on écoute des spécialistes de sociétés de services en informatique, ils vous parlent toujours de la data, avec un grand D pour la data. Quand ils parlent de la data, voilà, alors moi, ça m'énerve un petit peu quand on parle comme ça, mais bon, voilà, c'est vrai que... Alors, oui, sur ce transparent, je vous parle de la distinction entre big data et informatique décisionnelle, puisque moi, donc, ce qui m'intéresse, c'est le regard de la personne qui gère un master en informatique décisionnelle. Donc, quelle est la différence entre les deux? L'informatique décisionnelle, ça consiste à utiliser des statistiques descriptives sur des données à forte densité en information pour produire des indicateurs et des tendances. Alors, des données à forte densité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des informations qu'on maîtrise complètement, et donc avec relativement peu de données de base, on va déduire beaucoup d'informations. C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre les données de base qu'on a dans l'entreprise et puis la connaissance qu'on peut en retirer. Voilà, par exemple, dans mon entreprise, j'ai un ingénieur qui tombe malade. Bon, bah ça, c'est une donnée. C'est une donnée qui arrive. L'information, c'est que cet ingénieur qui est malade, il est sur un projet sur lequel j'ai une deadline, que s'il est malade pendant une période prolongée, eh bien, je ne vais pas arriver à ma deadline à temps voulu, je n'aurai pas terminé au moment de la deadline et je vais devoir payer des pénalités. Donc vous voyez, à partir de la donnée, je fabrique de l'information. Et donc, voilà, les données sont très denses, on les maîtrise parfaitement.
Et donc à partir de là, on va produire des indicateurs. Un indicateur, qu'est-ce que c'est? Un exemple très simple que tout le monde connaît, c'est par exemple le chiffre d'affaires. Une entreprise, elle a besoin de connaître son chiffre d'affaires pour savoir si elle marche bien. Et donc ce chiffre d'affaires, je vais le regarder sous différentes facettes. C'est-à-dire que je vais regarder ce chiffre d'affaires en fonction du temps, je vais regarder comment il évolue, je vais regarder ce chiffre d'affaires par rapport à mes commerciaux, pour voir quels sont les commerciaux qui produisent beaucoup de chiffre d'affaires, par exemple. Je peux le regarder en fonction des clients et de la provenance des clients, donc pour regarder le client, ensuite dans quelle ville il est, ensuite dans quelle région il est, dans quel pays, etc. Et donc à partir de là, je peux calculer, m'intéresser à mon chiffre d'affaires par pays. Je peux regarder ça aussi par produit ou par gamme de produits, etc. Vous voyez qu'un indicateur, donc c'est une information que je vais regarder sur plusieurs facettes. Et donc là, j'ai besoin d'informations qui sont très structurées pour faire ça. Et donc, par exemple, si je m'aperçois que mon chiffre d'affaires n'est pas très bon cette année, je peux essayer de regarder, donc en fonction, si je regarde en fonction des services commerciaux, je peux m'apercevoir, tiens, que dans tel service, j'ai eu moins de chiffre d'affaires. Et là, je vais me poser la question, pourquoi? Et donc, je vais analyser comment fonctionnent les commerciaux. Et là, je m'aperçois qu'il y a moins de commerciaux parce qu'il y en a qui ont démissionné. Et là, je sais que si je veux maintenir mon chiffre d'affaires, il faut que j'embauche des commerciaux. Vous voyez, je vais analyser ma donnée en fonction de ces dimensions. Et donc, j'ai des données très structurées que je maîtrise. Alors le big data, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de statistiques inférentielles sur des données à faible densité, dont le volume permet d'inférer des lois. Alors des données à faible densité, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup de données, mais comme ces données, je ne les connais pas, et bien en fait la quantité d'informations que je vais retirer de ces données est moins directe. Donc en fait, je vais avoir une botte de foin, et puis là-dedans, dans cette botte de foin, je vais avoir des informations que je vais arriver à pêcher, mais il faut trouver quelles sont les informations qui m'intéressent. Voilà, donc c'est ça qui change, et notamment on utilise des statistiques inférentielles, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle de la fouille de données, ou des statistiques, pour inférer des lois à partir de ces choses-là. Et notamment, donc, une différence entre les deux, c'est que donc, quand je fais de la business intelligence, j'ai des indicateurs. Alors, par exemple, chez SAS, ils aiment bien faire une diapositive dans laquelle ils représentent un conducteur. Donc, il a son poste de pilotage avec des indicateurs, l'indicateur de vitesse, l'indicateur de température d'eau, etc. Donc, il sait que s'il va trop vite, il faut qu'il ralentisse. S'il va trop doucement, il faut qu'il accélère. Et puis, il a son rétroviseur. Et le rétroviseur, ça donne que le passé. Les indicateurs, c'est ça, c'est calculé à partir des informations qui sont passées, c'est-à-dire j'ai le chiffre d'affaires passé. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'avenir, être capable de prédire l'avenir. Et donc, les statistiques inférentielles, le but du jeu, là, c'est de prédire l'avenir. Voilà. Donc ça fait une différence entre les deux choses. Alors donc, quand on attaque les V, donc le premier V, c'était volume de données. Alors il y en a qui, j'ai assisté récemment à une présentation par des personnes du CNES, donc qui utilisent le big data parce que ils ont des satellites qui tournent autour de la Terre, qui photographient la Terre en permanence et donc qui produisent des masses d'informations énormes. Donc là, une personne nous indiquait l'évolution de ce volume de données. Il nous donnait une image en termes de CD. Si j'empile des CD, en fait, voilà, peut-être que en ce moment, ça nous donnerait une quantité d'informations. Enfin, cette pile de CD, la quantité d'informations qu'on a sur cette pile de CD, ça prendrait peut-être une hauteur qui fait la taille du premier étage de la Tour Eiffel. Et en 2020, on en serait à une taille qui serait de la Tour Eiffel complète. Voilà, pour dire que ça évolue rapidement. Alors moi, ça ne me dit pas grand-chose, ça, l'épaisseur d'un millimètre. Donc là, moi, j'ai une mesure plutôt en termes de pourcentage des données produites. 80% des données qui ont été générées dans le monde ont été générées 90% des données générées ont été générées sur les 2 dernières années. Si je cumule toutes les informations qui ont été générées depuis le début. 90% de ces données en 2015, donc ça c'était en 2014, 90% des données générées sur les 2 dernières années. En 2015, c'est la même 90% générées sur la dernière année. Et en 2020, ça serait 80% des données générées dans la journée. Ça veut dire que tous les jours, on augmente énormément la quantité d'informations qui est produite. Alors d'où ça vient ça? Ça vient notamment du fait qu'on a tout un tas d'indicateurs, d'outils, donc on parle d'objets connectés,
Donc les objets connectés, qu'est-ce que c'est? Ça va être, par exemple, dans la domotique, moi par exemple, j'ai une alarme chez Securitas, et donc elle envoie des informations, elle envoie des signaux pour dire tout va bien, ça va pas bien, etc. Donc avec la domotique, il y a tout un tas de capteurs qui envoient des informations. Maintenant, quand un Airbus circule, là, lui aussi, il y a plein de capteurs qui captent plein de choses et qui envoient ces informations chez Airbus pour qu'après on puisse les analyser. Donc voilà, avec le temps, tout ça, alors au départ, ces informations, on n'était pas capable de les stocker. Maintenant, on est capable de les stocker et du coup, ça donne des volumes énormes. Voilà, alors il y en a qui disaient qu'en 2020, ça serait 90% des données générées dans la journée, ça ne tient pas de la seconde, parce qu'on estime, on ne sait pas encore, mais voilà, ça fait énormément de données. Voilà, donc par exemple, Walmart Retail en 1990 gérait 180 téraoctets de données. C'était beaucoup. Quand on parlait du téraoctet, il y a 10 ans, on faisait les premiers SGBD capables de gérer des téraoctets, ça paraissait beaucoup. Maintenant, on peut acheter soi-même un disque externe qui fait un téraoctet. Voilà. Excusez-moi, j'ai un truc là qui ne marche pas. Donc sur Facebook en 2010, c'était déjà 100 pétaoctets de données. Donc vous voyez, par rapport à Walmart, c'est quand même des grosses centrales d'achat. Par exemple, dans les années 90, justement, à l'époque où ils avaient ces 180 téraoctets, les gens qui faisaient de la business intelligence, donc qui produisaient des indicateurs, il arrivait que des fois, ils écrivent des requêtes. Quand on exécutait la requête sur ces 180 pétaoctets, eh bien, on attendait toute une nuit pour avoir la réponse. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'informations, j'envoie une question sur ces informations, j'attendais toute la nuit. Voilà, sur Facebook, donc voilà, tout ça pour dire que les grosses centrales d'achat, c'est eux qui gèrent les plus gros volumes de données habituellement. Alors, sauf que maintenant, il y a des trucs genre Facebook, etc. Alors là, ils ont tout explosé. Eux, ils étaient déjà en 2010 à 100 pétaoctets de données, c'est-à-dire 100 000 téraoctets. Et donc, on parle pour les années 2020 de zétaoctets. Donc, un zétaoctet, ça sera 100 000 téraoctets de données. Donc voilà, ces données évoluent de façon énorme. Alors après, la vélocité. Alors, ce n'est pas les vélos de Toulouse, mais c'est la vitesse. C'est-à-dire que les évolutions technologiques dans le domaine des réseaux de communication, mais bon, les ordinateurs communiquent entre eux aussi avec des réseaux. Donc les évolutions technologiques dans le domaine du stockage, dans le domaine de la compression à la volée. C'est-à-dire que par exemple, quand je vais enregistrer une image, si je la compresse, je vais pouvoir diminuer par 100 sa taille et donc l'envoyer plus rapidement. Eh bien, tout ça, ça rend possible ce qui ne l'était pas avant. Je vous ai dit en introduction, à l'époque, dans les années 80, fin des années 80, on essayait de faire travailler 1000 processeurs en parallèle, ça ne marchait pas. Maintenant, ça marche. Donc ça change tout. Alors, par exemple, il y a IBM qui propose une solution Pure Data System for Analytics qui est capable de charger 1 téraoctet d'informations à l'heure. 1 téraoctet d'informations à l'heure, c'est beaucoup en fait. Sachant que par exemple, dans les années 80, au système de gestion de base de données, à l'époque, on était censé faire ça sur des SM90, donc c'était des machines qui étaient produites par Bull, des machines multiprocesseurs qui étaient prévues pour être multiprocesseurs. Donc à l'époque, on avait un benchmark dans lequel il fallait charger 10 000 lignes. 10 000 lignes, à l'époque, c'était énorme pour une base de données. Charger 10 000 lignes, on avait 2 ou 3 tables à charger qui faisaient 10 000 lignes chacune, ça prenait une nuit. D'accord, 10 000 lignes, donc j'ai calculé 10 000 lignes si ça fait, si on compte 100 octets par ligne, ça fait quoi, 1 mégaoctet, c'est pas énorme. Oui, mais ça prenait toute une nuit. Donc maintenant, en 1 heure, on charge 1 téraoctet. Ouais, voilà. Et donc en décisionnel, eh bien, le bénéfice il provient de la rapidité d'obtention de ces indicateurs, de ces informations. Pas toujours, mais dans certains cas, oui. Alors là, oui. Donc on a vu qu'il y a eu des évolutions technologiques, et ces évolutions technologiques, avec des géants comme Google, Facebook, Twitter, etc., eh bien, ça a poussé à développer des applications logicielles qui se servent de cette technologie. Alors il y a une technologie dont on parle beaucoup, qui est la technologie Hadoop. Sur le transparent que vous voyez là-haut, vous avez un peu l'histoire. Donc c'est un framework Java libre. Libre, ça veut dire que c'est de l'open source. La plupart des outils dans ce domaine-là sont gratuits.
Donc en fait, on a une puissance de calcul phénoménale sur des outils qui sont quasiment gratuits, disons, pas forcément très chers par rapport à ce qu'on utilisait avant. Des applications qui sont distribuées et échelonnables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire justement, vous voyez, comme sur l'image de tout à l'heure, là j'ai plein, tous ces trucs en vert, là, ce sont des machines qui vont communiquer entre elles. Donc en fait, ce qu'ils ont inventé chez Google et chez Facebook, comme ils ont énormément d'informations à traiter, eh bien, ils ont inventé le concept de ferme d'ordinateurs, c'est-à-dire j'ai plein d'ordinateurs qui communiquent entre eux. Alors, par exemple, donc distribué, ça veut dire j'ai cette information, elle est répartie, elle n'est pas sur une machine, mais elle est répartie sur plein de machines qui vont collaborer. Et donc échelonnable, ou en anglais le terme c'est scalable, ça veut dire que ces machines sont capables de monter en charge, c'est-à-dire qu'au début chez Google ils avaient un certain nombre d'utilisateurs et puis progressivement le nombre d'utilisateurs il a augmenté. Donc les entreprises dans les années 80, quand elles avaient besoin d'une grosse puissance de calcul, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles achetaient un gros ordinateur avec une puissance de stockage et une puissance de calcul importante. Quand l'entreprise doublait de taille, il fallait changer l'ordinateur, acheter un ordinateur 2 fois plus gros, et donc il fallait doubler ses investissements en termes de matériel. Ça coûtait très cher. Et donc la scalabilité, c'est être capable d'évoluer. Vous voyez que je passais d'un gros investissement où je doublais mon investissement et je faisais un pas énorme. Là maintenant, en fait, la scalabilité, ça veut dire que je suis capable de traiter plus de données, mais sans forcément doubler mes investissements. C'est-à-dire que progressivement, j'avais une ferme de 10 ordinateurs, puis je rajoute un ordinateur, puis un deuxième, un troisième, etc. Et au fil de mes besoins, je rajoute des petites machines. Donc au lieu de doubler mon investissement, j'augmente mon investissement forcément, mais pas forcément, je ne les dédouble pas forcément. Voilà, donc ça, c'est l'idée qu'il y a là derrière. Voilà, donc avec des systèmes qui sont capables de gérer des pétaoctets de données, donc efficacement, pour pas très cher. Et alors une idée aussi qu'il y a là derrière, c'est que par rapport au gros mainframe, donc encore une personne de chez SAS me parlait de ça il y a 2 jours. Donc une entreprise, les grosses entreprises ont besoin de gérer leur système d'information. Par exemple, c'est le nerf de l'entreprise. Ce système d'information, s'il tombe en panne, on a tout perdu. Donc là, elles vont être obligées d'avoir des machines qui sont fiables. Alors le parti chez Google, c'est plutôt que de dire, donc ces machines qui sont fiables coûtent très cher. Une machine va coûter 60 000 €. Derrière, avec ces fermes d'ordinateurs, on peut acheter des ordinateurs bon marché, donc acheter des lames sur lesquelles il y a, par exemple, 90 processeurs, 90 machines. Ce sont des processeurs bon marché, donc ils vont tomber en panne, on sait qu'ils vont tomber en panne, mais ils ne sont pas chers. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les dédoubler. Et donc il y a les techniques qui font que mes données sont réparties, les données qui sont sur un processeur, elles sont aussi dupliquées sur un autre processeur. Comme ça, quand un tombe en panne, c'est l'autre qui va prendre le relais, etc. Et ça marche comme ça. Donc voilà, et donc avec ça, il y a le système de fichiers Hadoop qui permet justement de gérer comment les données sont réparties sur toutes ces machines, comment elles sont dédoublées, comment tout ça, ça marche. Alors d'un point de vue technique, pour que ça marche bien, il y a une technique, alors il faut que je fasse gaffe à l'heure, j'ai pris un peu d'aise parce qu'il y a un orateur qui n'est pas là, donc j'en profite pour vous donner l'aspect technique. Donc il y a la technologie MapReduce qui est très utilisée, donc tous les gens qui sont dans le big data vont parler de MapReduce. De quoi s'agit-il? Eh bien en fait, il y a la partie map qui consiste à dire ce traitement qui est très coûteux, eh bien je vais le découper en sous-traitement, en sous-tâches. Donc une tâche importante, je vais la découper en plein de sous-tâches et chaque sous-tâche, je vais la donner à quelqu'un. Et puis après, Reduce, je récupère les travaux de chacun et je fusionne tout ça en un résultat. Donc c'est ça le MapReduce. Et donc ça veut dire que tous les algorithmes qu'on va faire, eh bien on va apprendre à les distribuer de façon à dire, toi tu t'occupes, chaque processeur a une partie des données, et donc chaque processeur va traiter les données qui sont sur son disque. Et donc chacun travaille avec son disque. Et donc pour traiter cette masse d'informations qui est sur tous les disques, chacun traite un petit bout, et à la fin je récupère les résultats et je les rassemble. Et ensuite, une fois qu'on a un premier résultat, on peut redistribuer ce résultat sur d'autres processeurs, et ainsi de suite. Donc on va mapper, faire map, reduce, et successivement, comme ça on va traiter énormément d'informations. Voilà, alors donc derrière, il y a ce système HDFS, etc. Et donc, voilà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que en fait derrière tout ça, il y a des architectures assez compliquées. Quand je vous disais qu'il allait falloir des gens
qui sont efficaces techniquement. Là, je vous montre un peu l'écosystème Hadoop. En fait, ce que vous avez, chaque rectangle, là, ça correspond à des produits qui sont vendus. Hein, vous avez le système de fichiers HDFS tout en bas pour Hadoop Data File System, Distributed File System, pardon. Au-dessus, il y a un environnement qui permet de gérer les techniques MapReduce. Et au-dessus de tout ça, on va avoir des outils qui permettent de gérer les données. Donc, avant, on utilisait des bases de données relationnelles. Là, on parle de bases de données NoSQL, c'est-à-dire Not Only SQL. Donc, il y a Pig, il y a Hive. Donc, vous voyez, Pig et Hive, ce sont deux concurrents, en fait, mais qui existent dans cet écosystème. Et voilà, il y a tout un tas de systèmes qui existent. Donc, quel est le système que je vais utiliser, etc. Enfin, c'est un truc qu'il faut se tenir très à l'aise. C'est une communauté qui bouge beaucoup parce que c'est le monde de l'open source. Et donc là, il y a plein de gens qui participent et chacun apporte sa petite pierre. Et du coup, ça fait que c'est un truc qui évolue très très vite, quoi. Alors, je vous ai montré cet écosystème. En fait, il est quasiment déjà dépassé parce qu'en fait, maintenant, on parle d'architecture Spark. Alors, les architectures Spark, alors je pensais que mon collègue allait en parler justement. Donc, ce que ça rajoute, le Spark, qu'est-ce qu'il y a derrière en plus? C'est qu'on fait beaucoup de traitements en mémoire maintenant. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser, donc avant on avait des fermes d'ordinateurs avec des données qui étaient sur disque. Donc on a toujours su qu'en informatique, moi ce qu'on m'apprenait quand j'étais petit en informatique, c'est que pendant que je fais un accès disque, je peux traiter 1000 informations. Voilà, donc l'accès disque, ça a toujours été, dans les bases de données, ça a toujours été ce qui ralentissait. Et d'ailleurs, mon sujet de thèse, moi, c'était de faire l'architecture, proposer une architecture de système de gestion de bases de données en mémoire. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'on pourrait faire tenir les bases de données en mémoire, et maintenant, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, les architectures Spark, maintenant, en fait, ces ordinateurs, au lieu d'avoir des disques, ils ont de la mémoire, ils ont des grosses mémoires, et donc, avec plein d'ordinateurs, on peut avoir 1 téraoctet en mémoire. Voilà. Et comme c'est en mémoire, il n'y a plus d'accès disque, et donc, ça multiplie parmi tous les traitements, et donc, ça augmente encore les capacités. Voilà, alors autour de tout ça, donc, je vous ai dit que c'est des trucs un peu compliqués. Alors, bon, donc on a vu la communauté open source avec Hadoop. Alors à côté, il y a des éditeurs, donc ceux qui font du massif parallel processing. Il y a des offres, pas mal d'ordres autour du cloud pour proposer des architectures modulables. C'est-à-dire qu'une entreprise là-dedans qui dit, bon, moi je veux me lancer dans le big data, comment je fais? C'est compliqué. Qu'est-ce que je dois acheter? Dans quoi je veux investir? Comment je fais? Est-ce que j'achète des formes d'ordinateurs? Est-ce que j'achète du massif parallel processing? Qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, déjà, tout est dépassé puisque maintenant il y a le Spark. Vous voyez, c'est compliqué. Donc il y en a beaucoup qui proposent des architectures, au travers du cloud, des architectures modulables dans lesquelles, par exemple, chez IBM, vous pouvez dire, moi je loue de l'espace disque et je loue du temps de calcul. Et donc après, quand je fais mes traitements, il y en a certains, il y a des centres de recherche qui fonctionnent comme ça. Voilà, ils ont des programmes qui font des calculs, et puis si à un moment donné on s'aperçoit que le temps d'exécution est trop lent, eh bien on va acheter 3, 4, on va louer 3, 4, 5 processeurs de plus. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi en moyenne, mon traitement sur 20 processeurs ça marche, et puis à un moment donné j'ai un pic, eh bien je loue des processeurs en plus, et voilà, et en quelques secondes, un coup de téléphone, tac, ça y est, on a ces processeurs en plus, et ça marche mieux. Et donc, voilà, ça fait que j'ai des infrastructures informatiques qui sont plus souples. Et puis, donc, il y a des éditeurs. Donc là, on est dans le domaine de la BI. Donc, Talend, c'est quelqu'un qui produit des ETL. Alors, ETL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Extract, Transform and Load. C'est-à-dire, ça récupère les données à la source, ça les transforme et ça les met dans un système d'information sous une forme sous laquelle je peux les utiliser. Donc, j'ai transformé des données en informations. Donc Talend est un éditeur open source qui est spécialisé là-dedans. Et donc eux, en fait, les outils de la BI, en fait, ce qu'il y a de bien, vous voyez, moi je m'occupe d'un master qui est en business intelligence, sachant que les étudiants qu'on recrute dans ce master, c'est des gens qui ont fait souvent une licence d'administration économique et sociale ou une licence d'économie, c'est-à-dire à la base, ce n'est pas des informaticiens. Et pourtant, ils sont très recherchés sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la business intelligence, eh bien, en fait, on a tout un tas d'outils qui permettent, par exemple, les outils ETL, ce sont des outils formidables, qui permettent d'aller chercher des outils sur n'importe quelle source de données pour les intégrer dans un système d'information, etc. Et en fait, c'est des outils qui sont très faciles d'accès parce que ce sont des outils qui sont très graphiques. Et donc, Talend est dans cette mouvance. Et donc, Talend, maintenant, démocratise l'utilisation du MapReduce, c'est-à-dire que
il y a 2-3 ans, il fallait des gens qui ont fait beaucoup d'années de programmation pour être capables d'écrire des algorithmes en MapReduce, et puis bientôt, dans quelques années. Là, dès maintenant, en fait, ça commence à se faire de façon automatique. Alors ensuite, la variété des données, c'est que le fait qu'on a des nouvelles sources de données, en fait, l'entreprise travaille sur son système d'information, sur le cœur de ces informations, et sachant que sur toutes les informations,